Et à présent, mesdames et messieurs, nous aboutissons à notre troisième sujet du jour, centré sur l'effet et l'importance des musées et des festivals culturels sur l'attraction touristique et la promotion du tourisme en Égypte. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Madame Ola Gamal, qui est guide touristique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors premièrement, juste avant d'entamer notre discussion, nous avons un petit commentaire, chers téléspectateurs, pour parler plus sur les faits. Alors les musées modernes et les festivals culturels jouent un rôle clé dans la promotion du tourisme. La combinaison de ces deux formes d'activité crée une expérience touristique complète, mêlant apprentissage, divertissement et immersion culturelle. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les musées modernes et les festivals culturels jouent un rôle de plus en plus important dans la promotion du tourisme au niveau local et international, ces événements étant devenus des destinations incontournables pour les amateurs d'art, de culture et d'histoire. Les musées modernes, à travers leur exposition interactive et leurs collections artistiques et historiques, attirent un nombre croissant de touristes à la recherche d'une expérience à la fois éducative et ludique. Ces musées s'appuient sur les technologies modernes telles que la réalité virtuelle et les écrans numériques pour proposer un contenu attrayant qui enrichit l'expérience du visiteur et renforce sa compréhension du patrimoine culturel. Quant au festival culturel, il contribue à dynamiser le tourisme saisonnier en proposant des spectacles musicaux et théâtraux, des ateliers d'artisanat et des plats traditionnels, reflétant l'identité culturelle du pays. Ces événements offrent également l'opportunité d'interagir avec les habitants locaux et soutiennent directement l'économie locale en stimulant l'activité des hôtels, restaurants et commerces. Les experts en tourisme soulignent que la combinaison des musées et des festivals crée une expérience touristique complète, alliant apprentissage, divertissement et interaction culturelle, ce qui rend le pays plus attractif sur la carte touristique mondiale. Alors que certains pays cherchent à renforcer leur investissement dans ce secteur, les spécialistes estiment que le soutien aux musées et aux festivals culturels constitue un investissement à long terme, contribuant à augmenter le tourisme culturel, à élargir le cercle des visiteurs locaux et internationaux et à générer de revenus économiques durables. En résumé, les musées modernes et les festivals culturels renforcent le tourisme en proposant des expériences interactives, éducatives et ludiques, mettant en valeur le patrimoine et les arts locaux et créant des opportunités économiques et touristiques. Les festivals attirent les visiteurs à des périodes spécifiques et soutiennent le commerce local, tandis que l'intégration des musées dans les festivals peut enrichir l'expérience culturelle globale. Investir dans ces domaines rend le tourisme plus durable et attractif, tant sur le plan local qu'international. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Madame Ola Gamal, qui est guide touristique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, premièrement, quand on parle de l'importance des musées en tant qu'attraction touristique, depuis quelque temps, depuis à peu près 5 ans, l'Égypte a entrepris la rénovation et l'inauguration de nouveaux musées, tels que par exemple le musée de la civilisation égyptienne au Vieux-Caire, et également le nouveau musée égyptien, le grand musée égyptien. Alors, quel est l'effet de cela sur les touristes et l'attraction touristique? Bon, les musées, c'est le sujet d'actualité, évidemment, avec le GEM, le grand musée égyptien. On a vu cette foule, cette marée humaine qui n'a pas cessé d'aller le voir, d'aller le visiter depuis le 4 novembre, date de son
inauguration. Alors que ça faisait déjà 2 ans qu'il était inauguré quand même, une inauguration expérimentale. Mais depuis cette fête extraordinaire qui a attiré tellement du monde, touristes étrangers, touristes égyptiens, les Égyptiens qui sont venus de partout pour le visiter. Et c'était vraiment un mouvement inattendu. Donc on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'un musée attire, je parlerai plus ici des Égyptiens, parce qu'on croyait qu'ils ne s'intéressent pas à leur histoire, que... Depuis des décennies, le touriste égyptien, en visitant les monuments égyptiens, constitue un fragment du chiffre réel du tourisme en Égypte. Exact. Donc, il ne faut pas négliger les touristes égyptiens parce que quand il y a des crises mondiales, le tourisme dépend et se tourne vers le tourisme local et des Égyptiens. Donc, il ne faut pas négliger cette part d'Égyptiens, même s'ils payent un ticket moins cher que le touriste, hein, certes, mais ça se... L'afflux, évidemment, ça compense le nombre des touristes. Donc cet afflux, ce nombre d'Égyptiens, on est 110 millions d'habitants, et donc on peut tout à fait faire une catégorie à part des touristes égyptiens qui peuvent contribuer même dans la rentrée économique de ces musées. Donc, ce musée, bien sûr, a mis le nom de l'Égypte partout dans le monde ces derniers temps. C'était un élément d'attraction. Tous ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'Égypte, et je doute qu'il y en a, mais je pense les 8 milliards sur Terre ont entendu parler du nom de l'Égypte avec ce dernier musée qui a été inauguré. Donc ça, c'est une attraction évidemment très très importante. Le musée n'est plus le musée d'antan qui est juste une visite ennuyeuse avec des pièces des milliers de pièces qui sont entassées dans des caisses et qui ne parlent pas. Aujourd'hui, les pièces parlent. Les pièces sont mises en valeur. Il y a toute cette technologie qui leur donne vie. Il y a le VR, la réalité virtuelle, il y a le tactile, on peut toucher les écrans, on peut toucher pour écouter. Donc on est en communication, en interactivité vraiment aujourd'hui avec le monument, avec la pièce exposée. Il y a les étiquettes qui sont bien mis également, bien expliquées par des spécialistes. Il y a les audioguides, il y a les écouteurs. Donc il y a tellement de facilités. Le musée, aujourd'hui, les musées modernes sont devenus un lieu qui attire, un lieu qui est confortable à visiter, où on peut passer toute une journée. Ce n'est plus la visite ennuyeuse qui n'attire pas. Donc ça, c'est très très important. On est à la hauteur maintenant des grands musées qu'on citait avant comme exemple, le Louvre, le British Museum. Maintenant, on est en compétition et on a dépassé, je pense. Moi, je connais très bien le Louvre. Voilà, on n'a rien à envier au Louvre aujourd'hui. Je pense, je ne veux pas dire on l'a dépassé, on n'est pas en compétition, mais on est au même niveau. On attire une clientèle très très intéressée par le tourisme culturel. Le musée ne devrait pas aussi être seulement, ou n'est plus seulement le lieu où on vient visiter des pièces exposées. Mais c'est un lieu de culture. C'est un lieu où on peut se documenter. Dans d'autres musées, je ne sais pas au GEM encore parce que c'est encore tout nouveau, s'il y a une bibliothèque qui sera ouverte au public ou pas. Déjà ouverte. Magnifique là-dedans. C'est une bonne nouvelle, ça je n'ai pas eu la chance encore de la visiter, mais au musée par exemple gréco-romain d'Alexandrie, que je connais bien aussi, il y a une bibliothèque. Donc le musée n'est plus juste on rentre pour regarder des pièces. Et ça nous fait remonter en fait à l'époque romaine, gréco-romaine, quand ce qu'on appelait donc musée vient du mot muséon, qui vient du mot muse, qui veut dire l'inspiratrice, celle qui inspire les artistes. Donc le musée a repris ce rôle d'inspirer les artistes, d'attirer les artistes, d'attirer les architectes, d'attirer tout amateur d'art, mais même d'attirer l'Égyptien moyen, simple, qui est fier maintenant de son histoire, de le voir.
Oui, on a vu des Égyptiens visitant le grand musée égyptien en Galabeya. Exact. C'était vraiment... Ça m'a fait tellement plaisir. Oui. Ça a choqué quelques-uns, mais... C'est une fierté, je dirais. C'était une fierté. C'était une fierté et ça nous rappelle que dès qu'on met notre histoire en valeur, ça va attirer tout le monde, ça va attirer les Égyptiens. Et petit à petit, la mentalité va changer. Et ceux qui sont allés les premiers jours juste pour se photographier, et pourquoi pas, vont revenir pour plus de connaissances, pour une visite plus approfondie, pour peut-être demander à un guide qui leur explique en détail. Donc c'est toute une nouveauté pour une masse d'Égyptiens. Donc le musée a vraiment son rôle dans le développement du tourisme. Avant ce grand musée, il y avait le musée de la civilisation égyptienne, qui est une fierté aussi. Inauguré en grande pompe. Exactement. Il y a le cortège des momies. Mais quelle beauté! Mais nous sommes capables de faire des merveilles. Autant les anciens Égyptiens nous éblouissent, nous émerveillent, autant les Égyptiens de maintenant, quand ils s'impliquent, quand ils sont liés, quand on s'approche de notre histoire, ils sont capables d'exceller, de nous montrer une beauté qu'on ne connaissait pas peut-être avant, qui était cachée, qu'on n'exposait pas à sa juste valeur. Donc depuis le musée de la civilisation égyptienne, je pense qu'il y a une renaissance, un éveil qui nous lie de nouveau au musée. Surtout qu'ils ont fait une sorte d'activité ou de musée à part pour les enfants. Et ça, les excursions et les sorties des écoles n'ont pas cessé pour visiter cela. Les enfants voient comment on fouille. Il y a une partie comme si on est sur un terrain de fouille avec du sable et des objets cachés. Et quelle fascination pour les yeux des petits-enfants quand on les laisse jouer avec ça, toucher les objets, fouiller comme les archéologues, et puis faire des activités. Donc là, je pense que l'école pour les petits, les facultés, les universités pour les plus grands, va se transmettre, aura lieu dans le musée. Au lieu d'un cours d'histoire ennuyeuse en classe, maintenant le cours d'histoire devrait être dans le musée, que ce soit pour les enfants ou pour les étudiants des facultés, et même pour les adultes qui n'ont pas étudié ce domaine du tout. Donc le musée deviendra un lieu de connaissance, d'études, d'apprentissage, vivant, interactif, et ça... tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Et... Également, un autre musée, un grand musée de l'Alexandrie qui vient d'être réouvert après sa restauration. Vous me disiez que c'est 15 ans qu'il a été restauré, le musée gréco-romain. Alors, quel est l'effet de cela sur les visiteurs de l'Alexandrie et les touristes? Bon, ce musée, je le connais depuis très longtemps, depuis mes études universitaires, donc je ne vais pas dire l'année, mais depuis assez longtemps. Il était vraiment très vieux déjà, parce que, si je me souviens bien, il date des débuts des 1900. Hein, je ne me souviens pas de la date exacte, mais il était devenu très vieux, très poussiéreux. Et puis, ils l'ont fermé et on était très malheureux parce que moi, je suis originaire d'Alexandrie et à l'époque, j'étais à Alexandrie. Donc, pendant nos études universitaires, il fallait bien passer par la visite de ce musée. Ils l'ont fermé un certain temps et puis la durée a prolongé. Hein, c'est devenu 15 ans, 16 ans peut-être, je ne sais plus exact. Mais à l'ouverture, je pense que tout le monde s'est rué sur Alexandrie. Tout comme pour le grand musée égyptien qu'on vient de voir il y a quelques semaines. Tout le monde s'est rué. Allez, on va aller voir le nouveau musée d'Alexandrie.
Donc ça a attiré d'abord peut-être les Égyptiens, parce que malheureusement, Alexandrie n'est pas dans tous les programmes des touristes étrangers. Les agences de voyage devraient maintenant revoir leur programme, parce que le programme, c'est toujours ce programme classique, 2 jours au Caire, la croisière Luxor-Assouan. Et ça, c'est injuste, parce que l'Égypte est tellement grande qu'il faut diversifier les programmes maintenant. Donc Alexandrie doit absolument rentrer dans les programmes, quitte à rajouter un jour de plus sur les programmes, au lieu de faire... Même pendant l'hiver, Bien sûr. Alexandrie est incroyable. Et tout à fait, c'est doux par rapport à l'hiver européen, américain. C'est un hiver doux, même s'il pleut, il y a des tempêtes, mais c'est un hiver considéré quand même agréable, doux, un ciel bleu dans pas mal de jours, donc on a des journées très ensoleillées à Alexandrie. Donc je pense que le musée d'Alexandrie, la mise en valeur aussi des autres sites pas loin du musée, donc on peut faire une journée... la bibliothèque. La bibliothèque, évidemment, la bibliothèque, une merveille édifice, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Et donc, musée et bibliothèque, maintenant, je pense, cohabitent et se ressemblent. Elle inclut plusieurs musées là-dedans, tels que Shadia Abdel-Salam, Anna-Sadat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, je dirais que le musée prend en quelque sorte le rôle d'une bibliothèque et la bibliothèque prend aussi le rôle du musée. Et donc, si Alexandrie bénéficie de ces 2 monuments phares modernes, en dehors des monuments gréco-romains, anciens évidemment, mais si on parle du modernisme et de progrès qui se fait à Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie, mais incontournable, au bord de la mer, faire une petite balade après la visite au bord de la mer. Sa forme architecturale est vraiment exceptionnelle, exceptionnelle. Puis le musée donc gréco-romain, pour en finir avec ce musée, les pièces ont été tellement bien mises en valeur. Il y a des guides maintenant à l'intérieur du musée qui expliquent ce qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est très important. Le rôle d'un guide pour expliquer un musée, pour un visiteur pressé, il n'a pas le temps, même si les étiquettes sont bien écrites et tout, mais il n'a pas le temps de se mettre devant chaque objet pour comprendre. Il y a un objet qui l'attire, il va vers l'objet, mais il ne sait pas c'est quoi. Donc il s'arrête pour se mettre à lire les étiquettes. Là, ça va doubler sa durée. Il va se fatiguer. Mais la présence d'un guide, je sais qu'il y a des guides très compétents dans ce musée, peut-être qu'il manque certaines langues. Il n'y a pas toutes les langues. Même au grand musée égyptien, il n'y a que arabe et anglais. Et ça, c'est pas bien. Donc il faut ajouter au moins le français. C'est une langue qu'on ne peut pas négliger dans le grand musée égyptien. Au musée gréco-romain, pareil. Donc là, il faut introduire des guides qui parlent différentes langues. Peut-être introduire même un audio-guide. L'audio-guide n'est pas contre les guides, absolument pas. Parce que l'audio-guide va servir souvent aux touristes individuels. Celui qui vient avec une agence, il est avec une agence. Donc, il ne va pas s'en servir de l'audio-guide. Il prendra juste les écouteurs et c'est une facilité très importante. Au lieu de crier pour faire entendre son groupe, maintenant, les écouteurs, j'apprécie énormément cette nouveauté qui n'existait pas il y a quelques années, quand je pratiquais encore. Donc voilà, ça c'est des nouveautés qui sont très très importantes. Je pense également qu'il y a d'autres musées à Luxor et à Assouan qui sont des thèmes, tels que par exemple le musée de la Nubie à Assouan ou le musée des momies à Luxor. Exact, tout à fait. Donc les musées régionaux se sont développés depuis très longtemps, depuis les années 60-70 à peu près. On a des musées régionaux. Le musée d'Assouan était une nouveauté aussi dans les années 90, magnifique pour Assouan. Il occupe une place au bord du Nil magnifique. C'était un des premiers musées où on a respecté vraiment l'éclairage, la muséologie, la mise en valeur des pièces. Assouan devait avoir son propre musée, avec tout ce qu'on a découvert autour d'Assouan, avec les temples sauvés de la Nubie. Il y avait beaucoup de choses à exposer. On a 22
monuments entre temples, chapelles et tombes qui ont été sauvés après la construction du haut barrage. Oui. Et il y avait beaucoup de pièces à exposer où on allait mettre tout ça. Donc le musée d'Assouan était un musée qui manquait à Assouan, qu'on a fait en respectant vraiment l'art de l'archéologie, l'art de l'architecture, un très beau bâtiment, l'emplacement, hein, donc vraiment il est au top avec l'exposition de toutes ces pièces trouvées dans la région d'Assouan. Donc on n'a pas importé des pièces trouvées ailleurs, mais il me semble que toutes les pièces, si je ne me trompe pas, viennent des objets du lac Nasser, des temples sauvés et de la région d'Assouan. Assouan qui s'étend jusqu'à Edfou. Quand on dit Assouan, ça englobe également la petite ville de Komombo au nord et de Edfou également. Donc il y a tellement de fouilles et des missions archéologiques qui travaillent dans ces régions. Et puis on les met juste dans ce qu'on appelle des réserves sur place. Ces réserves ne sont pas très bien protégées. Il y a souvent eu du vol, notamment pendant l'année 2011, il y a eu du vol de ces magasins. Donc les musées, c'est quand même essentiel, sont bien protégés, exposent bien les pièces, les gens y vont, ils visitent tranquillement. Voilà, donc il faut continuer à développer dans ce sens jusqu'à ce qu'on est arrivé avec le summum, évidemment, de notre grand musée égyptien. Donc il y avait un long chemin d'apprentissage sur les techniques, sur la technologie, sur la réalité virtuelle, sur les guides sonores, les guides voilà, audio, les écrans tactiles qui amusent les jeunes. Donc il faut que ça soit une visite amusante et qui attire les jeunes. Hein. On ne devrait pas critiquer et dire « Ah, ces jeunes qui vont, qui s'amusent, qui rient, qui rigolent. » Et pourquoi pas? C'est pas interdit de rire et de rigoler. Oui, certes, c'est une visite culturelle, il faut la respecter. Mais elle ne doit pas être monotone. Elle ne doit pas être monotone. Oui. On respecte tous les visiteurs, chacun, du moment où il ne dérange pas, où il respecte le monument, ça c'est évident, où on lui donne des instructions. Vous savez, nos jeunes Égyptiens, on ne leur a jamais appris à comment se comporter en visitant un musée. Oui. Donc, voilà. Pour revenir au musée de Luxor, c'est peut-être les années, combien ça, 97, 98 j'ai pas les dates vraiment en tête. Qui a été inauguré. Mais aussi, je me souviens que c'était un grand événement. Enfin, on a un musée à Luxor. Un musée dédié aux momies. Aux momies. Il y a quelques momies qui sont exposées dans ce musée. De nobles et de dignitaires. Oui, pas des musées, pas des momies royales. Ouais. Non, toutes les momies royales ont été transportées au Caire et dans le musée de la civilisation égyptienne aujourd'hui. Mais les pièces phares en fait du musée de Luxor, c'est l'époque de Akhenaton. Toutankhamon et Akhenaton. L'époque d'Akhenaton, il y avait beaucoup de pièces qui ont été trouvées à Karnak, dans le temple de Karnak, ce qu'on appelle les talatat, ça veut dire les trois, parce que chaque trois blocs formaient une scène. Et là, c'était des pièces insolites, extraordinaires, on ne savait pas quoi en faire. C'était des pièces réutilisées dans la construction d'un des pylônes de Karnak. On les a trouvées à l'intérieur du pylône, d'un des pylônes. Donc, c'est un monument tellement rare de trouver des pièces de l'époque d'Akhenaton. Donc là, ça occupe une grande partie de ce musée, en fait. Ils sont très bien exposés. Voilà, ça, c'est les nouveaux musées. Avant ces nouveautés des années 90, fin 90, il y a des musées régionaux à Minya. Il y a le musée de Aton, le dieu Aton de la région. Il y a par Akhenaton, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà, donc Minya, c'est avec Tal el-Amarna ou Akhet Aton. La capitale de Akhenaton. Voilà, qui avait abandonné Luxor face aux prêtres. La domination des prêtres d'Amon, et il a déménagé, il a fondé sa nouvelle capitale dans une terre, comme il le dit dans les textes, qui n'a jamais été habitée auparavant.
Donc il fonde sa capitale et là il y a un musée qui porte le nom de ce dieu, de cette période-là, le dieu Aton, mais il est abandonné depuis un certain temps. Je ne sais pas les détails de son histoire, pourquoi il a été abandonné. Je viens de lire qu'on va l'aménager, qu'on va restaurer, s'en occuper vraiment de ça. Bonne nouvelle. Une très bonne chose. Quand on parle également d'attractions touristiques, on doit mentionner les festivals culturels, tels que par exemple le festival de la Citadelle de Saladin ou d'autres festivals qui sont observés par le ministère de la Culture. Moi je pense que surtout le son et lumière dans les monuments historiques a besoin d'être un tout petit peu plus aménagé pour être user-friendly, comme on dit en anglais. Ça a besoin d'être un tout petit peu ajourné avec la technologie de pointe et les derniers cris de la technologie peuvent vraiment, je pense, exercer une influence particulière sur ces monuments et ces spectacles. C'est vrai, tout à fait. Bon, les festivals, il y en a pas mal. Il y a, si on sort du Caire un petit peu, qui est le centre de toutes les festivités, notamment à la Citadelle, quand vous venez de dire, mais il faut aussi s'intéresser au sud. Le festival de Luxor, par exemple, du film international, qui cible les pays africains. C'est un festival des films africains. Il n'est pas international, mais il est africain. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Moi, je suis très pan-africaine. J'adore l'Afrique. J'ai déjà vécu dans un pays africain pendant 2 ans et j'ai adoré ce continent. Il y a tellement du potentiel dans ce continent. Il faut un échange culturel. Pourquoi l'Europe, avec 26-28 pays, arrive à faire une Union européenne et nous, Africains, il ne faut pas oublier que l'Égypte est africain. Donc ça, il y a quelques-uns qui l'oublient. Mais nous sommes africains, il faut être fiers de cela. Donc là, c'est plutôt un joli projet que je trouve, le festival du film africain qui a lieu à Luxor. Donc on a bien ciblé la région, on a bien ciblé le public, on a ciblé notre continent. Je trouve ça un très bon choix. On a souvent dénigré le continent africain, on regarde toujours vers l'Europe, vers l'Amérique. Il faut développer maintenant le tourisme africain. Il y a d'autres festivals comme le festival d'Ismaïlia, par exemple, le festival folklorique de la danse. C'est un festival magnifique. Et là, c'est plutôt international. Et là, on trouve vraiment, c'est comme ce que j'ai vu en France, par exemple, dans les petits villages, les danseurs folkloriques avec leurs costumes folkloriques qui présentent dans les rues. Donc là, on n'est plus dans une salle fermée. On est dans la rue, c'est accessible à tout le monde. Le local peut le voir. On n'est pas obligé d'aller acheter un ticket, de réserver, de rentrer dans une salle. C'est dans la rue. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup vu dans des petits villages en France. Parfois, je visite un village et j'apprends qu'il y a un festival aujourd'hui. Donc, on descend dans la rue, on regarde et C'est un émerveillement pour les touristes. Là. Exact, exact. Oui. Donc ça, c'est très joli. On devra faire ça un peu plus, mais dans les villes qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui bénéficié de tant d'attention. La ville d'Esna commence à... Ça c'est entre Luxor et Aswan, Esna et Komombo. Exactement. C'est à 40-50 km de Luxor, vers le sud. Esna commence à apparaître sur la surface du patrimoine en mettant en valeur par un projet financé par l'Union européenne, mettre en valeur ces vieilles maisons, c'est ce qu'on appelle des wekela, les caravansérails, mettre en valeur tous ces monuments qui ne sont pas tous des monuments de la période des anciens Égyptiens. Le plus ancien, c'est le temple de Khtoum. Là-bas, il ne reste malheureusement qu'une salle, la salle hypostyle, mais Esna a joué bien le jeu
avec une aide financière qui a su mettre en valeur cela. Et pourquoi ne pas faire un festival culinaire à Esna, par exemple? Ils ont fait un très beau restaurant là-bas qui sert les plats traditionnels de Esna, que je ne connaissais pas. Donc j'ai visité il y a 2-3 mois Esna. J'ai vu un autre visage que je ne connaissais pas du tout, très bien mis en valeur. Donc un festival culinaire international, semi-international, pourquoi pas, il faut commencer. Je pense que les Français, par exemple, puisque je parle toujours des Français parce que c'est un pays que je connais bien, mais ils adorent manger. Hein, donc la gastronomie française, c'est quand même un thème et un sujet qui va attirer. Donc si on cible les touristes français pour un tourisme culinaire. Madame Rolla, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.